Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la symbolique du parasol qui mine de rien est super riche. On va voir sa symbolique dans l'Égypte antique, en Europe, dans le christianisme, mais surtout celle qu'elle occupe en Inde, dans le bouddhisme, dans la monarchie thaïlandaise et finalement dans la monarchie marocaine. On va voir pourquoi le parasol du roi du Siam possède 9 étages et l'importance que va prendre le parasol alawite. Et pour les impatients, vous pouvez vous y rendre directement ici. Alors c'est une évidence, le parasol ou l'ombrelle servent à protéger du soleil, à faire de l'ombre, mais ça sert pas qu'à ça. Cette véritable auréole mobile procure aussi prestige, autorité et souvent une dimension sacrée à son porteur. Et cette symbolique remonte loin puisqu'on lui trouve des origines égyptiennes. Le parasol était un insigne exclusif du pharaon et de la très haute noblesse. Souvent fait de plumes d'autruche ou de feuilles de palmier, monté sur un long manche, il était porté par des serviteurs dédiés. Dans un pays où le soleil était une force omniprésente et souvent impitoyable, être à l'ombre était un privilège. Le parasol protégeait physiquement le pharaon, mais il symbolisait aussi une protection divine, une bénédiction céleste matérialisée. Il renforçait l'idée que le pharaon était sous la protection directe des dieux. Mais le parasol avait aussi une action sur la couleur de peau. Une peau non tannée par le soleil était un signe de richesse, de non-participation aux travaux manuels des champs et d'un statut social élevé. Mais en plus, certains chercheurs interprètent le parasol comme étant une représentation de la voûte céleste, positionnant le souverain au centre de l'ordre cosmique, tel un axe autour duquel le monde tournait. Mais sur les représentations anciennes, on peut parfois confondre le parasol et l'éventail, un autre élément symbolique sur lequel je reviendrai un jour. Mais ici, c'est bien d'un parasol qu'il s'agit, et même souvent, c'était les deux choses réunies en une seule. Et c'est certainement ces notions antiques d'autorité, de prestige et de noblesse qui ont influencé d'autres civilisations, les Babyloniens, les Zoroastriens, les Grecs, les Romains et peut-être même les Indiens. Et dans cette vidéo, je ne vais pas aborder le monde sino-japonais parce que ça nous emmènerait trop loin. En Inde, le parasol appelé Chhatra est un des 8 signes auspicieux, Ashtamangala, de l'hindouisme, du bouddhisme et du jaïnisme. On va donc le voir accompagnant des divinités hindoues, Ganesh, Rama et des personnages saints de l'hindouisme et du jaïnisme. Mais il a été particulièrement important dans le bouddhisme. On a des représentations anciennes du Bouddha sous un parasol, notamment les représentations de l'époque Gupta, où le parasol ressemble fortement à un champignon, et c'est pas un hasard, ces deux choses sont appelées chhatra. Sur ces images, on voit que l'intérêt pratique, fonctionnaliste, n'est plus vraiment pertinent. Faire de l'ombre à une statue ne sert pas à grand chose, et c'est encore moins le cas quand on utilise le parasol en intérieur ou de nuit. Et ça, on peut souvent le voir au Kerala, où le parasol est devenu un élément essentiel de toutes les cérémonies hindoues, mais aussi chrétiennes. Au sud de l'Inde, ce parasol est appelé Muttokuda, il symbolise la protection divine, mais aussi la majesté et la royauté. Et d'ailleurs, c'est la traduction littérale de ce mot tamoul, parasol royal. Dans son livre, la chercheuse Corinne Dempsey montre comment les influences hindoues ont pénétré les rites chrétiens au Kerala, et elle rappelle comment, au cours du 8e siècle, l'utilisation d'un parasol a été désignée comme le plus important des 72 privilèges accordés aux juifs et aux chrétiens par un roi local du sud de l'Inde. Et là, on est bien sur un symbole de pouvoir et de royauté. Parce qu'un peu partout sur Terre, le parasol va prendre une double fonction, celle de représenter d'un côté la spiritualité, la sainteté, et de l'autre le pouvoir de la majesté, de la royauté. En sanskrit, le parasol se nomme Attapatra, et c'est un mot qu'on retrouve dans le nom d'une déité du bouddhisme, le bodhisattva Ushnisha Siddhapatra, victoire du parasol blanc. Chez elle, ce parasol sert de protection contre les calamités, les maladies, mais aussi les êtres maléfiques. Et là, on voit bien que ce parasol, qui peut être minuscule, ne possède rien d'autre qu'une fonction symbolique. Ce bodhisattva est particulièrement important dans le courant bouddhiste Vajrayana et Mahayana, mais on peut aussi le voir sous forme de statue en Thaïlande, notamment au Wat Phuthakon, près de Nakhon Ratchasima.
En Inde, depuis longtemps, le parasol est un attribut royal qui trouve son origine dans une référence religieuse vishnouite. Indra, le seigneur des cieux, possédait un parasol qu'il a dû céder au dieu Krishna lors d'une bataille mémorable. Krishna l'a à son tour donné à la caste des Rajputs, la caste des rois et des guerriers. Et c'est pour cette raison que le clan des Bhati du Rajasthan possède un parasol sur son drapeau, celui du royaume de Jaisalmer. Et là, on est bien dans le mélange de ces deux fonctions spirituelles et royales. C'est ce que nous dit l'historienne de l'art Melia Belly Bose dans son livre Royal Umbrellas of Stone. Elle raconte comment, après avoir été couronnés sous ce parasol, des générations de Rajputs, de rois, de Maharajas vont être enterrés sous un parasol de pierre. Les Rajputs avaient emprunté à leurs prédécesseurs moghols cette habitude d'honorer leurs personnages importants décédés par des tombes ou des cénotaphes imposants. Et depuis le XVIIe siècle, les Rajputs donnent à ces édifices la forme d'un parasol, une forme caractéristique des cimetières royaux du Rajasthan, un monument parasol qu'on appelle Chhatri, un dérivé du mot Chhatra. Bref, à travers cette légende, le parasol protecteur du dieu Indra donné par Krishna aux Rajputs est devenu un symbole royal important dans toute l'Inde. Mais il va parfois prendre des formes différentes. Par exemple, en 1895, on pouvait voir lors du couronnement du Maharaja de Mysore un chhatra en tissu, une sorte de tente en forme de parasol royal. Plus tard, lors du couronnement du Maharaja de Jodhpur en 1947, on voit clairement un parasol placé sous un dais ou un chhatra, une double utilisation du symbole de protection. Et ce parasol a été tellement important dans la région que les rois Marathas vont prendre le titre de Chhatrapati, les maîtres du parasol, voire même les maîtres des parasols, parce que le nombre de parasols pouvait refléter l'importance du personnage. Le mot chhatra va essaimer un peu partout en Asie, dans les langues indiennes, mais aussi en vieux khmer chhatra, qui va le donner au thaï, chat, un mot qui signifie parasol et désigne plus spécifiquement le parasol royal. Ce parasol bénéficie de deux influences, celle du bouddhisme et celle des monarchies indiennes qui ont transité par l'empire khmer. Le Chat est un parasol fait de soie blanche et composé de 9 étages circulaires et décroissants, un régalia du roi de Thaïlande qu'il est le seul à pouvoir utiliser. J'avais parlé de la symbolique du nombre 9 dans cette vidéo si ça vous intéresse, mais en gros c'est le résultat de l'addition des chiffres associés aux 7 astres visibles à l'œil nu dans notre système solaire. Et sur les dessins qui accompagnaient le récit de l'ambassade de Simon de la Loubère au Siam en 1687, on voit que ces parasols étaient bien des parasols superposés qui deviendront plus tard des cercles décroissants. Et à lui tout seul, le parasol à 9 étages représente la protection que le souverain doit à son peuple en tant que monarque, tout en bénéficiant lui-même de la protection spirituelle que cet objet exceptionnel lui apporte. Et en ça, il occupe un peu la même fonction que les baldaquins des monarchies européennes. Et Simon de la Loubère connaissait déjà cette symbolique de l'ombre protectrice des souverains européens à travers un autre objet, le dais. Lorsque François Ier reçoit Charles Quint en 1539 à Chambord, ils se placent tous deux sous la protection symbolique d'un dais, une structure portée dont la toile horizontale est censée les protéger. Et ce n'était pas une pratique nouvelle. Charles VIII et Louis XII l'avaient fait avant François Ier. Et cette tradition sera utilisée avec quelques aménagements tout au cours de l'histoire des rois de France, mais aussi de celle de l'Église catholique. Parce que, comme en Asie, le pouvoir royal et le pouvoir spirituel vont utiliser ces éléments. Sous le dais, l'Église va protéger des objets comme le Saint-Sacrement, de façon fixe ou même de façon mobile lors des processions. Mais elle va aussi utiliser le parasol. On trouve une représentation de la Vierge Marie surmontée d'un parasol dans une peinture italienne du XVIe siècle et un parapluie sur une statue contemporaine de l'île de la Réunion, une statue censée protéger contre les dégâts des éruptions volcaniques. Mais le parasol sert aussi de connexion symbolique avec la personne du pape. Il est d'usage d'en placer un dans chaque basilique, un parasol fait de soie or et rouge, à moitié ouvert pour les basiliques mineures
et déployé pour les basiliques majeures. On l'appelle ombrellino, pavillon ou gonfalon et son origine est double. Les couleurs or et rouge sont celles des anciens états pontificaux, celles qu'on voit toujours sur le parasol des armoiries utilisées quand le siège papal est vacant. Mais le pavillon lui-même tire son origine de l'Ancien Testament, où la tente servait à abriter le patriarche et la royauté. Et c'est un peu le même type de tente que les Juifs utilisent lors des mariages traditionnels, une structure appelée roupa, un mot qui signifie dais, sous lequel les mariés sont placés lors de la cérémonie. Et c'est certainement l'origine des dais nuptiaux, très fréquents aux États-Unis. Bref, que ce soit sous forme de parasol ou de dais, de parapluie ou de baldaquin, en Asie comme en Occident, dans le bouddhisme comme dans le christianisme, c'est toujours ces notions de sainteté, de sacralité, de protection ou de majesté qui reviennent. Mais arrêtons-nous sur le mot baldaquin. Même si aujourd'hui il désigne plutôt un dais encadré de rideaux ou de tentures verticales, à l'origine ce mot désigne une pièce de soie, celle qui, tendue à l'horizontale, servait de dais. Les cités marchandes italiennes du Moyen-Âge, Venise, Gênes et Pise, commerçaient avec le Moyen-Orient, et c'est de la ville de Bagdad qu'ils importaient en Europe cette soie à laquelle ils vont donner le nom de baldacchino. Baldacchino, c'est l'adjectif tiré de la prononciation italienne de Bagdad. Par métonymie, par glissement de sens, la soie de baldacco en est venue à désigner le baldaquin lui-même. Et je fais ce détour pour en venir finalement à l'utilisation du baldaquin et du parasol dans les mondes musulmans. Parce que dans le monde islamique, comme c'était déjà le cas ailleurs, le parasol va être porteur d'une symbolique de protection, mais elle va ici être augmentée d'une explication religieuse. Un hadith du prophète Mohammed, considéré comme faible, non authentifié, dit que le sultan est l'ombre de Dieu sur terre, celui qui est opprimé se réfugie auprès de lui. À ce titre, et en fonction de ses origines communes aux différentes civilisations, le parasol, le dais et le baldaquin vont souvent apparaître sur les miniatures de l'Inde moghole, une civilisation qui va rassembler des influences persanes, turques et indiennes. C'est pour ça qu'on pourra voir représenter Babur, le fondateur de l'empire moghol au début du XVIe siècle, sous un dais et sous un parasol. Et les successeurs de Babur continueront cette tradition. Et maintenant qu'on a accepté l'idée que ça ne servait pas qu'à faire de l'ombre, on comprend mieux pourquoi on a la présence de parasols sous le dais lui-même. Mais revenons au Moyen-Orient. On n'a aucune attestation de la présence de parasols royaux dans la première dynastie musulmane, celle des Omeyyades de Damas, mais l'islamologue Maribel Fierro nous confirme leur existence dans l'éphémère califat omeyyade de Cordoue qui lui a succédé. L'un des symboles de pouvoir les plus marquants est le parasol. D'origine persane, il fut peu répandu en Occident musulman, à l'exception des Fatimides et, plus tard, de la dynastie saadienne. Mais chez les Omeyyades d'Al-Andalus, les sources évoquent un madhal, une sorte de plateforme fixée au sol et dotée d'un toit pour se protéger du soleil. Mais là, on est encore en présence d'une sorte de dais ou de baldaquin. Il faut attendre la dynastie abbasside du IXe siècle pour qu'on ait les premières sources qui évoquent l'usage du parasol chez les califes de Bagdad. Mais finalement, ceux qui ont élaboré le cérémonial de cour le plus poussé dans la région vont être les Fatimides. Dans sa thèse sur le pouvoir fatimide, l'historien Rida Lazrag s'appuie sur les poèmes de Ibn Hani qui célèbrent la puissance et la richesse de la dynastie par la symbolique du parasol de l'imam Al-Mu'iz, un parasol associé à sa cavalerie, son armée et sa flotte, un parasol emblème de souveraineté. Et Ibn Hani décrit les pierreries et les ornements qui décorent les étoffes du parasol. Rida Lazrag cite un autre auteur, Ibn Hamad, qui nous dit que le parasol distinguait les Fatimides de tous les autres rois. Semblable à un bouclier monté au bout d'une lance, il était d'un travail si achevé, d'un aspect magnifique, composé tout entier de joyaux et de pierreries si précieuses que tout le monde l'admirait et qu'il charmait le regard. Bref, le parasol était un élément important chez les Fatimides, tellement important parmi les objets symboliques du pouvoir qu'il va passer chez les rois chrétiens de Sicile. C'est ce que nous explique l'historienne Anne-Liès Neff dans son livre « Conquérir et gouverner la Sicile islamique au XIe et XIIe siècle ».
Le roi Roger II possédait un manteau orné de motifs orientaux et d'une légende en arabe, mais aussi un parasol dont on dit qu'il aurait été adopté à Palerme, à la suite d'un cadeau du calife fatimide Al-Hafiz à Roger II. Jocelyne Dakhlia évoque elle aussi cette possibilité dans son article très complet sur le parasol de la monarchie marocaine, Pouvoir du parasol et pouvoir nu, sur lequel je me suis appuyé. Elle évoque la possibilité d'une transmission du parasol entre les Fatimides et les Idrissides du Maroc, mais elle souligne que cette influence n'est pas attestée. Il faut attendre le règne du saadien Abdelmalik al-Mu'tasim au XVIe siècle pour que le parasol devienne un emblème marocain et que les souverains alaouites ne banalisent son usage. Ahmed al-Mansour avait trouvé refuge à la cour ottomane et à son retour au Maroc, il avait intégré de nouvelles pratiques cérémoniales inspirées des cérémonies ottomanes. C'est ce que nous raconte l'historien Mustafa Kadiri dans l'excellent podcast de Radio Ma'arif. Nous avons l'histoire d'une tradition qu'on fait à Ashura Asla, Mawkib Shumu'. C'est lui qui a importé cela de Turquie. Alors ça a disparu de Turquie aujourd'hui. Il n'y a plus de traces de cela. Parce que Mawkib Shumu' pendant Ashura, qui est une spécialité de la ville de Salé, c'est une trace. Alors les termes qui se terminent par J, Qahwaji, Qasbaji, Kouamanji, Da'baji, c'est de la terminologie turque qu'on implante dans la terminologie soit du Marzan, qui opte aussi pour des mœurs à la turque, si j'ose dire, au niveau du cérémonial. Donc on peut dire que Ahmed Mansour modernise un peu l'armée marocaine, c'est ça? Oui. Il modernise l'infrastructure avec ses histoires de ponts. Parmi ses influences, on trouvait le porteur du parasol qui pouvait être un personnage important, choisi parmi les boyaks, les gardes royaux, eux aussi d'inspiration ottomane. Mais c'est surtout au XIXe siècle que le parasol prendra de l'importance. Jusque-là, il était un régalia parmi d'autres, et les cérémoniales royales d'allégeance, ou la présence du sultan lors de la fête du sacrifice, incarnaient la présence du monarque. Et ça parce que le monde musulman répugne à lui donner une apparence au-dessus des autres croyants. Son faste se manifestait plus par le nombre des hommes et des femmes à son service que les éléments d'apparat. Au XVIIIe siècle, le père rédempteur Dominique Busnot en offre un aperçu. Il décrit Moulay Ismaël assis sur l'esplanade à plat de terre, les jambes nues et croisées avec des babouches jaunes à ses pieds. Ses habits et son turban étaient blancs, il se couvrait le menton de sa bernousse. Une nuée de gardes l'entourait, derrière lui étaient deux petits noirs, l'un desquels tenait un parasol sur sa tête. Nazar en roue, un autre père rédempteur, écrit que le sultan était assis sur une peau de mouton, entre deux tréteaux, couvert d'un auvent de planches de sapin qui faisait son trône et son dais. En 1767, le consul français écrit « L'intérieur de Sidi Mohammed n'en impose pas par une grande magnificence. Ami de la simplicité, sans aucun goût pour le luxe, ce prince n'est distingué des grands de sa cour que parce qu'il est toujours à cheval, à l'abri d'un parasol, qui est au Maroc la marque distinctive de la souveraineté. » Bref, les chroniqueurs européens remarquent le parasol, mais ils remarquent surtout la simplicité, l'austérité du protocole royal. En 1825, Blanchard Bénard réalise une gravure un peu fantasmée d'une audience de l'empereur du Maroc. Fantasmée et assez fausse puisque le parapluie, comme les minarets d'ailleurs, est ottoman et non marocain. Graberg de Hemse, diplomate suédois, écrit que le sultan Abdelrahman est plus gracieux qu'imposant. Il s'habille simplement au point qu'on a peine à le distinguer de ses officiers. Pourtant, c'est le même sultan que Delacroix va peindre, un sultan qui apparaît sous un parapluie bleu-vert dont l'intérieur rouge contraste avec le bleu du ciel. Et Delacroix a voulu donner un éclairage particulier au parasol royal qui était beaucoup moins présent sur son ébauche préparatoire. Et c'est finalement son tableau qui inscrira la présence du parapluie royal marocain dans les esprits des Français de la fin du XIXe siècle. Un peu plus tard, un événement militaire va lui aussi voir le parasol jouer un rôle. En 1912, le sultan Moulay Abdelhafid signe avec les Français le traité de Fès qui installe le protectorat français au Maroc. Ahmed Arhiba
un chef tribal du sud du Maroc, conteste la légitimité de ce sultan qui vend son pays aux Français. Il entre en résistance et il est proclamé sultan à Tiznit, à Taroudant, puis à Marrakech. Et à ce titre, il possède un parasol. L'armée française va prendre la défense du sultan Moulay Abd al-Hafid, avec qui ils ont traité et qu'ils souhaitent garder au pouvoir. Et pendant la bataille que perd Al-Hiba, le parasol est capturé par les Français. Alors, un parasol dans les collections du musée de l'armée, c'est à vrai dire assez étonnant. Ce parasol, ce n'est pas un parasol d'agrément, en fait c'est un emblème de commandement. Le 6 septembre 1912, une colonne française commandée par le colonel Mangin, futur général de la Grande Guerre, et l'armée marocaine commandée par le frère du sultan, battent El-Hiba et ses troupes. Le 8 septembre, Français et Marocains entrent triomphalement à Marrakech. Ils prennent possession du palais dans lequel s'était installé El-Hiba, et c'est à cet endroit-là qu'ils s'emparent de ce parasol, emblème de commandement du rebelle politique. Le parasol est envoyé par le général Lyotet, résident général au Maroc, au musée de l'armée. Cet envoi est entériné par décision présidentielle en 1913. Ce parasol, c'est peut-être l'une des pièces les plus insolites du musée, ce qui ne l'empêche pas d'être extrêmement ouvragé et de déployer de riches décors végétaux sur sa face interne. Un an après l'installation du protectorat, la médaille du Wissam Alaoui chérifien est créée par Moulay Youssef, une distinction qui vient récompenser le mérite exceptionnel et les services militaires. Et on peut voir à son revers un parasol, peut-être le seul élément graphique pouvant représenter le pouvoir du sultan marocain. Et tout au long du XXe siècle, le parasol trouvera sa place auprès des monarques alaouites, auprès du sultan Moulay Youssef lui-même, auprès de Mohamed V, jusqu'au roi actuel Mohamed VI. Son père, feu Hassan II, apparaît dès son intronisation, accompagné d'un parasol duquel il disait que s'il était le symbole de la royauté marocaine, beaucoup de gens s'y étaient mis à l'ombre alors que lui demeurait exposé au feu du soleil. Hassan II va délaisser l'usage public du parasol au long de son règne, mais Mohamed VI reviendra à une utilisation plus fréquente de cet objet étonnant, et on verra dans le futur si le prince héritier reprendra cette coutume presque universelle, une coutume de protection et de majesté, un parasol céleste, solaire et éblouissant. Pensez-y quand vous vous installerez sous un parasol en terrasse ou sur la plage, ou quand vous en verrez un dans une basilique catholique ou dans un temple thaï. Dites-moi en commentaire si vous avez appris des choses, si j'ai oublié de dire des choses importantes, partagez vos connaissances, likez la vidéo et partagez-la autour de vous, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et on se retrouve très bientôt pour un autre sujet. Bye bye.